et aider à la mise en place des nouveaux outils et processus. Après la mise en place, l'expert comptable pourra proposer des services complémentaires à l'entreprise pour améliorer sa performance, comme le paiement des fournisseurs, le recouvrement des créances, l'analyse des coûts de revient de l'entreprise. Conseiller du quotidien du dirigeant, l'expert comptable connaît bien l'organisation administrative de l'entreprise et pourra ainsi l'accompagner pour que cette réforme importante soit appréhendée dans les meilleures conditions possibles. Pour avancer sereinement, contactez votre expert comptable. Désolée d'avoir interrompu vos vacances, mais là, c'était un cas de force majeure. Nos clients ne nous payent plus. Mais comment ça? Du coup, on ne peut pas payer nos fournisseurs. Salut, mais qu'est-ce que vous racontez? On n'a plus de trésorerie. Mais c'est pas possible, on n'a pas arrêté de travailler ces derniers mois. Oui, mais on n'a pas été payés. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et les imprimeurs, ils ont bien payé les imprimeurs? Non, ni eux, ni les autres. Non, c'est pas possible. Attends. Patrick, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai réussi à revendre cette lampe. Je pensais pas qu'elle valait autant. Pose ce scotch. Ah, bonjour Jean-Louis. Oui, ça va, enfin vite fait. Justement, est-ce que tu as réglé les factures des dernières livraisons? Il les attend toujours. Je les ai envoyés au moins 10 fois. On vous les a envoyés au moins 10 fois. Il les a jamais reçus. Non mais c'est ma valise! Bah alors, ils ont changé de mail ou je sais pas, moi. Bon, vous avez changé de mail ou... La plateforme? Allô? 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 Xavier, ça va? Pardon, je vous ai fait peur. Mais ne vous inquiétez pas, c'est mon rôle en tant qu'expert comptable de vous accompagner dans cette transition. Merci. Vous avez bien fait d'insister pour qu'on ait ce rendez-vous dès maintenant. Je n'aurais jamais imaginé l'importance d'anticiper autant la facturation électronique. Heureusement que vous êtes là. N'attendez pas pour anticiper le passage à la facturation électronique. Formez-vous dès maintenant. Pour la facturation électronique, ayez le réflexe expert comptable. La facture électronique va devenir obligatoire. En réception, le 1er septembre 2026 pour toutes les entreprises. En émission, le 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire. Et le 1er septembre 2027 pour les PME et les micro-entreprises. Il est essentiel de se préparer dès maintenant. De nombreux avantages sont attendus pour les entreprises. La réduction des coûts et du temps de traitement des factures grâce à de nouveaux processus et à un suivi centralisé. Une meilleure fiabilité de la base de données comptable et des indicateurs précis et pertinents sur l'activité de l'entreprise. Une meilleure traçabilité des factures en suivant en temps réel les étapes de la facturation. La relance des clients en sera simplifiée. L'expert comptable joue un rôle primordial dans cette transition. Lors de la mise en place, il peut réaliser l'audit du système d'information et des flux de circulation de l'information au sein de l'entreprise et avec ses parties prenantes. Cela permettra ainsi de comprendre les besoins de la société. Dans un deuxième temps, en fonction du diagnostic réalisé, l'expert comptable pourra aider l'entreprise à choisir la plateforme la plus adaptée à son organisation et aider à la mise en place des nouveaux outils et processus. Après la mise en place, l'expert comptable pourra proposer des services complémentaires à l'entreprise pour améliorer sa performance, comme le paiement des fournisseurs, le recouvrement des créances, l'analyse des coûts de revient de l'entreprise. Conseiller du quotidien du dirigeant, l'expert comptable connaît bien l'organisation administrative de l'entreprise et pourra ainsi l'accompagner pour que cette réforme importante soit appréhendée dans les meilleures conditions possibles. Pour avancer sereinement, contactez votre expert comptable. Rebonjour à vous toutes et à vous tous. Très heureux de vous retrouver en cette fin d'après-midi. J'espère que la journée a été riche d'enseignements pour vous et que vous avez trouvé ce que vous étiez venus chercher aujourd'hui au cœur de notre forum de la facturation électronique. Vous aurez encore du temps pour échanger avec nos partenaires si vous ne l'avez pas encore fait, puisque je vous rappelle qu'ils seront encore présents à l'issue de cette cérémonie de clôture et que vous pourrez une nouvelle fois aller échanger avec eux. J'en profite pour
pour remercier nos partenaires or que sont jefacture.com, Penny Lane, Sage et @gp qui sont présents avec nous et qui nous permettent d'organiser ce type de journée. Et puis, ils vont être présents avec nous dans les minutes qui viennent pour continuer à répondre à vos questions. Je vais vous demander d'applaudir une nouvelle fois chaleureusement notre experte et nos experts qui vont me rejoindre sur cette scène. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, pour Laurence qui me rejoint, Damien Cartel, notre président, bien sûr. Cyril Sautreau est toujours présent avec nous et merci à Sébastien Rabineau qui nous rejoint. Sébastien, bien sûr, spécialiste de la facturation électronique et directeur du projet à la DGFiP. Merci beaucoup Sébastien pour votre présence parmi nous en cette fin d'après-midi. Madame l'experte, messieurs les experts, je vais profiter de vous avoir sous la main pour avoir tout d'abord votre débrief et votre retour d'expérience par rapport à cette journée. Je vais commencer par toi, parce qu'au bout d'une journée, on peut se dire tu. Hein. Ce matin, c'était vous, mais au bout d'une journée ensemble, on peut se dire tu. Cyril, un petit mot sur un petit débrief sur cette journée. Alors un petit débrief, moi j'ai passé beaucoup de temps à présenter des choses, mais ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, il y avait d'abord beaucoup d'attention et beaucoup de personnes, en tout cas dans les ateliers que j'ai pu suivre, que j'ai pu animer. Et puis ensuite, il y a eu quelques questions, mais on était un peu pris par le temps, mais quand je suis sorti dans les couloirs, j'ai été souvent aussi approché, on va dire, pour répondre à des questions des fois un peu plus subtiles, un peu plus complexes. Donc ce que je vois, c'est un intérêt important, une connaissance finalement je vois que des gens qui connaissent un petit peu la réforme et qui donc, ça veut dire, s'en préoccupent, et donc c'est plutôt positif, on va dire, dans la mise en œuvre et dans ce que j'ai pu observer aujourd'hui, avec quand même pas mal de monde aussi qui s'informent auprès des partenaires et auprès des gens qui sont présents. Je vous rappelle, vous étiez plus de 1100 inscrits aujourd'hui, 600 provenant bien sûr des professions de l'expertise comptable et 500 d'entre vous appartenant au domaine privé. Merci à vous pour votre présence et pour l'animation de cette journée. Laurence, le même retour, je pense qu'il y a eu beaucoup de questions, beaucoup d'intérêt. Beaucoup d'intérêt, beaucoup de questions, alors que ce soit dans les ateliers où en effet il y avait déjà beaucoup de monde présent dans les ateliers pour écouter ce qu'on avait à leur apprendre sur la réforme. Donc beaucoup d'intérêt pour cette réforme, des questions judicieuses et intéressantes. Et puis je pense que sur l'exposition aussi, beaucoup de questions et beaucoup de personnes intéressées. Et en effet, en sortie d'atelier, on avait encore des questions. Alors sachez que notre plénière de clôture justement est faite pour vos questions, pour que l'ensemble d'entre vous puissiez en profiter. Donc on va prendre largement le temps de répondre en détail à l'ensemble de vos questions à l'occasion de cette cérémonie de clôture. Avant que je ne me tourne vers Sébastien, en tant que nouveau, je vais vous proposer, parce qu'on ne se connaît pas encore Sébastien, de laisser la parole à Damien pour un débrief de cette journée. Damien, un débrief de cette journée de la part de notre président. Oui, beaucoup de satisfaction parce que traiter d'un sujet comme la facture électronique, qui est le sujet le plus sexy du moment, est quand même un défi. Et voilà, grâce à votre présence à tous et toutes, on a réussi à faire un événement d'ampleur. Un événement d'ampleur, c'est quoi ? C'est aussi attirer des spécialistes, Sébastien, Cyril, nous permettre aussi de vous donner la possibilité d'accéder aux éditeurs dans le Parc Expo et de lier de nouveaux partenariats, mais aussi et surtout, j'ai envie de dire, faire vivre nos partenariats. Je pense aux organisations syndicales, la DRFiP, la région Auvergne-Rhône-Alpes, la Banque de France, et tous ceux que je ne cite pas, les CCI, excuse-moi Serge qui me regarde déjà avec un œil comme ça, et faire vivre l'ensemble de ces partenariats autour de la facture électronique. Alors, c'est un thème qu'on traite depuis de nombreux mois, maintenant de nombreuses années, avec ce décalage de la réforme. C'est vrai qu'on a été militants sur ce sujet-là, je le disais ce matin à l'ordre des experts comptables, et c'est vrai qu'on nous disait ça ne se fera jamais, ou ça se reportera, ou malgré tout, on essayait, vous le savez tous et toutes, on a essayé de venir vers vous pour dire non, ça va faire partie de la performance nationale, la performance administrative, c'est hyper important de s'en préoccuper et de la nourrir. Donc voilà, on est dans les starting blocks pour y aller. Vous avez vu que les éditeurs sont prêts, se préparent. Il y a encore quelques PowerPoint et quelques éléments aussi qui sont bien finalisés. Voilà, on est tous dans les starting blocks, on y va.
Ouais, merci Damien, et on le rappelle, ce matin tu avais utilisé le mot ensemble, bien sûr, y aller ensemble, c'est ce qu'on est en train de faire ici dans cette pièce à l'occasion de ce forum. Sébastien, je vais me tourner vers vous. Merci à vous en tout cas d'être venu nous rejoindre en cette fin d'après-midi. Sébastien, un mot sur l'importance de ce type de journée? Oui, moi je ne vais pas vous raconter ma journée parce que du coup elle n'était pas ici, donc ça aurait moins de sens. Mais je vais quand même vous dire effectivement pourquoi c'est important pour nous d'avoir des journées de cette nature. On a eu plus de 1000 événements en 2025 associant la DGFiP et pour une grande part quand même les experts comptables qui sont très mobilisés sur le sujet depuis longtemps évidemment. En fait, c'est extrêmement important et je pense qu'il faut l'avoir à l'esprit parce que cette réforme, ces moments-là de rencontres et d'échanges, et y compris ce qui se passe dans les couloirs, c'est une des sources de la manière dont la réforme évolue au quotidien dans sa conception et va se passer demain. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se rendre compte que ces rencontres avec la profession, elles font évoluer la position de l'administration sur un certain nombre de sujets parce qu'on est guidé par une dynamique qui est très forte, c'est de faire une réforme qui est pratique et praticable. Donc de plus en plus, et je m'en réjouis, on arrive à se poser des questions sur la manière de mobiliser les gens, sur la manière de déployer, on se pose des questions de périmètre, là où il y a un an, quand on avait les mêmes réunions, les questions qui se posaient étaient des questions de compréhension des enjeux, des questions plus techniques et juridiques. Mais je pense que ça va continuer en 2026. On est au milieu d'un défi qui est immense de déploiement. Je veux dire, on parle de 10 millions d'entreprises qui doivent changer la manière dont elles s'échangent des factures. On est sur un enjeu absolument gigantesque de déploiement auquel font face tous les pays européens. Et moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que j'ai le sentiment, en rentrant dans cette année 2026, plus qu'en rentrant dans l'année 2025, qu'on le fait dans une dynamique globale, collective, forte et soudée. Donc le mot « ensemble » qui a été apparemment le leitmotiv de ce matin, il me paraît extrêmement approprié. Et en tout cas, on rentre dans l'année 2026 avec une conscience forte des défis qu'on a devant nous, mais avec une certaine sérénité sur le fait qu'on a réussi à mettre en dynamique l'économie française vers cet objectif. Merci beaucoup pour ce point. On va passer maintenant aux séances de questions-réponses. Alors, Damien, tu l'avais évoqué il y a quelques minutes, nombre de représentants de l'ensemble des institutions sont présents devant nous. Je pense à la CPME, au MEDEF, à la Banque de France, je pense à la CCI, bien sûr, à la région. Alors, je n'ai pas cité tout le monde et je ne serai pas exhaustif, mais ce qu'on va vous proposer à l'ensemble d'entre vous, c'est d'avoir cette séance de questions-réponses. On va peut-être commencer avec nos institutionnels qui sont au premier rang et puis, bien sûr, vous aurez largement le temps de poser vos questions. Il n'y a aucune question stupide. Si vous cherchez des questions stupides, je vais les poser parce que je pense que ce sera mon niveau, mais il n'y a aucune question naïve, aucune question stupide. Allez-y, lâchez-vous. On a la chance d'avoir ici devant nous, sur notre parterre d'experts, les experts justement de la facturation électronique. Donc allez-y, on se lâche sur les questions. Je vous proposerai chacun votre tour de vous lever, de décliner votre nom, votre identité, votre fonction et la question. Bonjour, Cyril Omprino, secrétaire général de la CPME Auvergne-Rhône-Alpes. D'abord, bravo pour la manifestation, ravi d'y participer. Alors j'espère que ça ne sera pas une question stupide, mais en tous les cas, je pense que c'est une question que se posent beaucoup de dirigeants. Un des objectifs très attendus de la réforme, c'est la simplification et c'est surtout la diminution des coûts pour restaurer un peu de la trésorerie. Or, la plupart des plateformes, pour ne pas dire toutes, les 112, sont payantes, avec des écarts qui sont déjà identifiés, entre 20 € jusqu'à 150 €. Comment apporter de la lisibilité et sécuriser les dirigeants par rapport à cette inflation possible des coûts? Alors, qui souhaite répondre? Plusieurs réponses possibles, plusieurs d'entre vous. Laurence, Cyril, Laurence. Alors, je crois que tout à l'heure, on expliquait qu'on a des coûts cachés aujourd'hui et que le coût de la facture papier, informatique, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on n'a que des factures papier, on a beaucoup de factures par mail. Mais quand on regarde tous ces coûts qui sont liés au fait d'aller chercher sur un site une facture, d'aller en chercher une qu'on a par mail, de traiter les doublons, parce que des fois, on les a aux deux endroits, etc. Tout ça sont des coûts. Alors, c'est sûr que je n'ai pas en face tous les mois le coût exactement que représente ce traitement de la facture non électronique, on va dire, même si elle est digitalisée. Et que face à ça, oui, on va avoir un coût lié à la plateforme. Le coût, il est aussi différent en fonction des services qui sont proposés par les plateformes et en fonction des entreprises. On n'a pas forcément besoin d'avoir tous les services qui sont proposés par la plateforme et que toutes les plateformes ne correspondent pas. Et que, en fait, la facture électronique va nous permettre de diminuer nos coûts. On aura un coût supplémentaire par rapport à cette plateforme agréée, mais il ne faut pas oublier qu'on aura économisé par ailleurs beaucoup de coûts et permis une digitalisation des flux et une fluidité en fait des process.
Je vais me permettre d'aller un petit peu plus loin. Le 15 à 150 €, on parlait par mois, c'était mensuel au niveau de la facture. C'était mensuel. Là, je fais vraiment le candide. Je vais me permettre d'aller un petit peu plus loin. Comment je fais en tant que chef d'entreprise pour évaluer tous les services qu'on va me donner en fonction de la facturation électronique? Pour moi, il n'y avait qu'un seul service, manifestement. On peut m'en proposer plusieurs. Comment je fais pour les comparer entre eux? Enfin, déjà, vous avez un modèle qui est un modèle freemium classique. Hein. C'est-à-dire, vous savez, quand vous achetez un service, il y a la colonne du milieu qui est celle qu'on essaie de vous vendre. Il y a la colonne à gauche qui est celle pour rentrer, qui est en général pas très chère, qui est limitée en termes de... Et puis après, il y a la colonne de droite pour les experts. C'est exactement ça qu'on a. Donc les prix, après, s'ajoutent. Quand vous avez des prix qui sont importants, c'est souvent qu'il y a une ribambelle de services qui est inclus dedans, qui ont du sens, hein, des choses sur le paiement, etc. Si on regarde juste le cœur de ce que fait la réforme, c'est-à-dire échanger des factures, on trouve aujourd'hui des offres qui sont entre 10 et 20 € par mois. Et il y en a même qui sont beaucoup moins chères que ça. Et quand on dit 10 ou 20 € par mois, on dépense beaucoup de choses en téléphone, en banque, etc., qui n'ont rien à voir avec ça. Enfin, je veux dire, et si on met en face de ça le fait qu'on va passer un peu moins de temps en tant que chef d'entreprise pour aller courir après ces factures, moi personnellement, ce temps-là, il est précieux. Et 20 € par mois, je suis prêt à les payer. Hein. Je téléphonerai un peu moins s'il faut. Voyez, donc c'est ça qu'il faut avoir en tête quand même, malgré tout. Regardez les choses précisément. Et puis vous avez des offres, comme il y a 101, mais peut-être un poil de plus, peut-être que Sébastien le dira, plateforme agréée. Il y a aussi de la concurrence. Et c'était un des enjeux, qu'il y ait suffisamment d'offres qui soient adaptées à tous les besoins pour que la concurrence joue aussi fasse son office. Et aujourd'hui, vous avez des entités, je ne peux pas les citer ici, mais qui proposent à leurs clients en marginal le fait de faire des factures électroniques. Alors certes, ils leur proposent d'autres services qui ont un intérêt, mais le surcoût de la facture électronique est assez faible en fait, en réalité. Ce sont ce qu'on peut en faire, mais on n'est pas obligé d'acheter tout ce qu'on peut en faire. Mais en même temps, ça apporte de la valeur. Là où je vous rejoins, c'est qu'il y a un manque de visibilité globale sur les offres distinctes. Et là, vous devez avoir un réflexe, et le réflexe, expert comptable. Voilà. Non, mais en réalité, le vrai professionnel qui va pouvoir vous dire, entre autres, ton secteur d'activité, il est dépendant de tel outil et on a absolument besoin de telle ou telle plateforme parce qu'il n'y a pas le choix. Bon, voilà. Et puis après, il y aura toutes les plateformes généralistes. Et là, il faut effectivement, s'il y a un doute, s'orienter vers l'expert comptable. Le réflexe expert comptable. Vous êtes président de Ah oui, c'est peut-être ça. Oui, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Sébastien, quelque chose à rajouter sur cette offre? Je prendrai sur la question suivante. Ils ont tellement bien parlé. C'est vrai que c'était très très clair. Madame, peut-être, je vais vous laisser, vous lever. Oui, bonjour, Marie-Françoise Gondard-Argenty. Donc, je suis présidente de l'UDP, Union des entreprises de proximité, la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, c'est le monde des TPE, des toutes petites entreprises. Donc, c'est vrai que la facturation électronique, on ne va pas le nier, chez nous, c'est un drapeau un peu rouge. Hein. Pourquoi? Parce que les gens sont très inquiets et ils ont l'impression que ça va surcharger au niveau administratif, tout du moins au départ, hein, pour mettre la mise en œuvre, que ça risque d'être encore un peu chronophage. Je m'associe totalement à ce qu'a dit mon cher ami de la CPME pour tout ce qui est du coût, mais au niveau administratif, alors que nos petits artisans, nos petits commerçants sont plutôt portés, je dirais, sur leur métier et non pas sur les tâches administratives. Alors, moi, j'aimerais un peu savoir, finalement, au final, en termes de simplification, quelle va être vraiment la vraie valeur ajoutée. Là, je pense que Sébastien, celle-ci, elle est pour vous. Je me gardais pour vous, madame. J'étais hier rue Ampère, au siège de l'UDP, pour discuter notamment avec des présidents de fédération sur le sujet. Je vais être très clair avec vous. Je pense que je mesure que dans les métiers de proximité que représente l'UDP, le commerce, l'artisanat, c'est là où l'inquiétude reste la plus forte sur ce sujet. Je le mesure parfaitement. Et je pense que c'est là où les gains sont les plus forts à attendre. Je vais vous dire clairement ce qu'il faut attendre de la facturation électronique si on fait le bon choix en termes de mise en œuvre et de plateforme. Ce qu'il faut attendre de la facturation électronique, c'est la disparition de démarches dans la fourniture d'éléments au comptable et dans la fourniture d'éléments à l'administration qui viennent sortir le chef d'entreprise de son métier. C'est-à-dire que la promesse de la facturation électronique, c'est quoi? C'est de cacher derrière l'échange de factures des déclarations, des fournitures d'éléments au comptable, des choses qu'aujourd'hui, le chef d'entreprise il doit faire soit à fort coût, pour répondre à monsieur, soit sur son temps privé,
et avec des problèmes d'équilibre vie pro, vie perso qui sont par ailleurs des enjeux très forts pour l'U2P. Donc ça veut dire que la vraie question, c'est évidemment aujourd'hui pour mon coiffeur, alors je ne sais pas si j'ai pris le bon exemple parce que comme vous pouvez le constater, j'y vais pas beaucoup, mais c'est un effort considérable. C'est un effort considérable. Je ne vais pas pouvoir vous aider non plus. C'est un effort considérable pour lui de s'adapter au sujet et de choisir la bonne solution qui va lui permettre de rendre tout ça fluide et automatique. Après, on ne fait pas de la pub, mais des solutions de gestion, par exemple pour les coiffeurs, pour les prises de rendez-vous, qui ont explosé ces dernières années et qui ont rendu la vie des coiffeurs plus facile, il y en a. Il va se passer la même chose. Alors je sais que ça va être dur au début, je sais que ça oblige à se poser des questions, mais la promesse, on parlait de coût tout à l'heure, en Belgique, ils mesurent le gain dans l'étude qu'ils ont fait, là, vous savez, ils sont passés le 1er janvier, dans les études qu'ils ont fait, ils ont mesuré le gain à 9 € par facture. Donc ça veut dire que, évidemment, ça mélange du temps, de l'argent, c'est compliqué, on n'arrivera pas pour chacun à trouver exactement la même estimation. Mais il faut avoir ça à l'esprit, c'est-à-dire que la promesse, elle vaut l'effort, mais c'est sûr qu'à un moment, il faut que l'État dise on y passe tous, et donc c'est un peu subi sur le moment où on y passe, mais je crois vraiment qu'il faut avoir à l'esprit qu'on fait cette réforme, même dans les gains de l'administration fiscale, finalement c'est de l'allègement, c'est pas embêter les gens à leur demander des éléments supplémentaires, donc c'est du gain aussi pour l'entreprise à la fin. Et en plus, si je peux compléter, en fait, comme c'est quand même un mouvement qui se déploie indépendamment de toute chose, en fait, laisser les choses se déployer, on va dire, naturellement, c'est aussi plus de contraintes. Ça fait 30 ans que ça existe, la facture électronique. Et de plus en plus, on dit aux gens, vous les déposez là, vous faites ça, vous le mettez sur tel site, etc. Tout ça, c'est de la contrainte en plus, en fait. Et il n'y avait pas d'autre méthode que de dire, à un moment donné, il va falloir que quelqu'un dise, maintenant, on le fait comme ça, dans une période courte. Ça va être un peu douloureux parce que tout le monde va être obligé d'apprendre à nager au même moment, mais après, on saura tous nager. Et c'est beaucoup, à la fin, c'est moins douloureux que de se dire, vous voyez, 30 ans pour arriver à 20% de facture électronique et on va tous dans des sites partout pour essayer de les retrouver. C'est pas acceptable, en fait. Il faut en sortir. Et donc, c'est une façon d'en sortir de façon organisée. Et donc, en réalité, même si effectivement c'est un changement, c'est aussi une façon de changer de paradigme et de traiter ces factures réellement différemment, en acceptant d'avoir en plus de l'information qui aidera l'artisan à savoir, on espère à terme, que tout le monde jouera le jeu et qui verra qu'elles sont bien arrivées, qu'elles vont être payées si ça joue bien le jeu. Et c'est important pour lui de savoir qu'elles vont être payées et à bonne date. Et j'entends aussi chez Madame Damien crainte, inquiétude. Là aussi, le Moi, rôle je de la réponds confiance. communication, évangélisation. Je réponds pas réflexe, mais je réponds confiance. Confiance, expert comptable. Non, ouais. Confiance, expert comptable. Ok, d'accord. Bon, expert comptable, vous l'aurez compris, c'est le réflexe, expert comptable. Question suivante peut-être. Bonjour monsieur. Bonjour, Bruno da Silva, je suis le président du tribunal des activités économiques de Lyon. Le tribunal intervient auprès des entreprises essentiellement sur deux grandes catégories d'activités, une activité de contentieux et une activité de traitement des difficultés financières. En matière de contentieux, on intervient également beaucoup et près de 9000 décisions sont rendues par an sur les problématiques de règlement des factures qui demeurent impayées, procédures qui sont initiées soit dans le cadre d'une procédure d'injonction de payer, soit dans le cadre de référé. Donc environ cette masse qui est assez significative et qui peut effectivement interpeller, notamment dans le cadre de la mise en place de la facturation électronique, dans ce sens qu'elle devrait permettre, j'imagine, de réduire les délais de paiement des fournisseurs, des clients, pardon. Et de l'autre côté, on observe effectivement cette tension sur la trésorerie des entreprises qui impacte directement la santé financière des entreprises et peut les exposer effectivement à des risques de défaillance que l'on s'efforce de traiter dans un cadre plutôt préventif, dans le cadre des procédures amiables de conciliation et de mandat ad hoc, et dès lors que c'est plus possible, malheureusement, dans le cadre de procédures collectives. Ma question est la suivante. En quoi la facturation électronique peut-elle permettre de favoriser la prévention des difficultés des entreprises ? Cyril, Laurence, Damien. Je vais attaquer. On a beaucoup de difficultés. Il y a deux questions en fait dans la question. Il y a beaucoup de difficultés à matérialiser déjà les délais de paiement. Vous savez qu'on a des obligations, alors avec une autre casquette qui est celle de commissaire aux comptes, mais des obligations de matérialiser les délais de paiement. Aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué de matérialiser des délais de paiement et de dire qui est vraiment en retard, etc. On a des outils qui nous permettent de le faire, mais c'est individualisé ou autre. Demain, la promesse aussi de la facture électronique, c'est d'avoir ça. La donnée, qui est en retard, à quel moment, etc. Et pourquoi pas, dans les cabinets d'expertise comptable, en tout cas moi j'y crois vraiment, déclencher une nouvelle mission et de proposer à nos clients de faire du recouvrement, alors du recouvrement amiable, initial, avant
de rendre ça au tribunal des affaires économiques, mais je pense qu'il y a un vrai sujet, en tout cas sur le développement de nouvelles missions autour de la facture électronique. Et puis pour répondre juste aussi sur la prévention des difficultés des entreprises, en fait, on va avoir des données qui vont être beaucoup plus fiables et beaucoup plus rapides. Parce qu'en fait, on parlait de la boîte à chaussures. C'est sûr que quand on avait une fois par mois des papiers un peu éparpillés, la situation de l'entreprise évaluée de façon sûre, même mois par mois, c'était pas toujours facile, puisqu'en fait, on se rendait compte qu'il nous manquait beaucoup de pièces. Et là, oui, en effet, la facturation électronique, le fait de tout recevoir au même endroit et de nous pouvoir collecter cette donnée nous permettra d'être beaucoup plus proactifs sur justement l'évaluation de la situation de l'entreprise et détecter plus tôt les difficultés et d'intervenir en effet plus tôt. Et plutôt que d'aller sur des procédures collectives, essayer de façon amiable de résoudre ces difficultés. Et si je peux compléter, on traite tous des entreprises en difficulté au quotidien et on sait que le temps est hyper important dans le règlement des procédures, alors qu'elles soient amiables ou collectives. Et ce temps, on va le gagner. On va avoir l'information, on va pouvoir la traiter, produire des prévisionnels, produire de l'information financière essentielle à nos amis administrateurs et mandataires pour te permettre, Bruno, de sauver un paquet d'entreprises. Oui, et si je peux me compléter une dernière fois, c'est que cette capacité à échanger les données en temps réel fait qu'on va pouvoir, justement, peut-être en payant un peu plus de services, les entreprises pourront avoir ce que les grandes entreprises ont aujourd'hui, c'est-à-dire un arrêté quelque part mensuel qui leur donne une réelle vision sur là où ils en sont. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui constatent à un moment donné que finalement, le chiffre d'affaires qu'ils avaient en tête, il n'est pas là, il n'a pas été facturé, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ? Ça, si on le voit tous les mois, parce qu'on voit sa progression de façon précise, on peut beaucoup plus anticiper sur le fait que l'année a l'air de se présenter difficilement et qu'il va falloir faire des choses maintenant pour essayer effectivement de ne pas tomber dans le rouge. Donc c'est aussi un point important d'avoir un meilleur pilotage. On a des systèmes d'information qui sont assez intelligents, mais ils ne sont pas nourris en données. Parce que ça coûte cher de mettre les données dedans. Là, la donnée étant fiable et échangée, eh bien, on va pouvoir les nourrir et ils vont peut-être pouvoir rendre un peu plus dans leur fonctionnalité. Merci pour l'exhaustivité de la réponse, Damien. J'interpellais Sébastien sur un sujet qui peut apparaître, c'est que demain, on a un client, vous êtes une entreprise, et puis vous êtes en cessation des paiements, puis dans les créanciers, il y a la plateforme électronique, plateforme agréée, vous avez arrêté de la payer. Aujourd'hui, il n'y a que le contrat qui vous lie à votre fournisseur, il n'y a pas aujourd'hui d'obligation à la PA de fournir la donnée, même si tu es en état de cessation des paiements. Donc je pense que c'est un sujet sur lequel il faut qu'on travaille pour anticiper le sujet et peut-être avoir un délai d'1 mois ou 2, le temps que les procédures se mettent en place pour déclencher. Il ne faut pas qu'une procédure échoue ou qu'on n'arrive pas à avoir la donnée pour une dizaine d'euros. Voilà, ça serait ridicule et qu'on se laisse le temps de sauver les entreprises. Oui, je pense que c'est un sujet sur lequel on peut se rassurer peut-être avec l'écosystème. Moi, mon sentiment, c'est que je serais surpris. On peut les interroger sur le sujet, sur le comportement qu'ils adopteraient dans ce cas-là. Ou une charte de bonne conduite contractuelle. Oui, de toute façon, à la fin, ils sont quand même assez à l'écoute de nos préconisations dans la mesure où, s'ils ne sont pas agréés par nous, ils n'ont plus le droit d'agir. Donc en général, ils sont assez à l'écoute. Mais oui, on peut travailler avec eux, essayer de les sonder un peu pour voir quelle est la bonne situation. Je pense que c'est une situation courante. Peut-être pour ajouter un dernier mot sur la question de monsieur, parce que j'imagine qu'il va falloir qu'on avance, mais il y a un truc qui est très intéressant de mon point de vue pour Pascal Rotet, qui est le directeur régional des finances publiques et ses équipes, c'est que nous, on va aussi utiliser ces données-là pour être capable de détecter les entreprises en difficulté dans notre travail du quotidien. C'est-à-dire que les finances publiques, on pense beaucoup à... Vous pensez beaucoup aux impôts, je me doute. Mais malgré tout, on a d'autres missions, notamment l'accompagnement des entreprises en difficulté. Et la capacité à détecter un peu les entreprises en difficulté en regardant chuter les éléments entrants sur quelques mois, ça nous donne un niveau de temps réel en micro pour déterminer quelles sont les actions à mener et les préoccupations à avoir, qui est très supérieur à ce qu'on a aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment déterminant aussi. Ça va changer notre métier dans l'accompagnement des entreprises en difficulté, qui est un métier fort de la DGFiP, et précisément dans les directions régionales en particulier. Merci, je pense qu'on a été très exhaustif sur la réponse. Madame ? Oui, bonjour. Donc, Cathy Verquin, je suis directrice régionale de la Banque de France. Bon, je ne présente pas les activités de la Banque de France. J'ai juste une activité plus fun que mon voisin, parce que nous, on a beaucoup d'interactions avec toutes les entreprises, pas que celles en difficulté.
Alors, petite question, j'ai quand même un focus en tant que banque centrale, j'ai un focus très prudentiel et focus sur la maîtrise des risques. On parle de plus en plus de cyberattaques. Qu'est-ce que vous mettez en place à la fois en prévention pour éviter que ça arrive, mais aussi qu'est-ce qui se passe si jamais on a une plateforme qui est KO suite à une cyberattaque? C'est une excellente question. Alors là, tout le monde se renvoie là. Non, mais... C'est une question d'actualité, c'est une excellente question. On a parlé des inquiétudes, bien sûr. Je peux dire ce qu'on a mis dans la loi et ce qu'on a pris comme garantie, mais je laisserai peut-être Cyril, qui connaît très bien l'écosystème aussi, compléter, parce qu'il y a plein de manières différentes d'angler sur cette question. Ce qui est certain, c'est que le niveau d'exigence qu'on a posé dans la loi pour devenir plateforme agréée, il est infiniment plus fort que celui qu'on a imposé aux outils comptables. On leur demande de respecter le RGPD, mais ça c'est normal. On leur demande de respecter l'ISO 27001. On leur demande d'avoir établi leur serveur sur le sol de l'Union européenne, de l'opérer depuis le sol de l'Union européenne. S'ils font appel à l'informatique en nuage, ce qu'on appelle le cloud, on leur demande de respecter les normes que l'État s'applique pour ses propres systèmes critiques, qui s'appellent le Secnum Cloud. Donc ça veut dire qu'on a pris énormément de mesures qui visent à mitiger les risques cyber. Mais sur ce sujet-là, je dois dire que l'objectif, c'est quand même un peu de rester modeste. C'est-à-dire que toutes les mesures qu'on a prises, elles font que par rapport à l'endroit où on est aujourd'hui, avec une plateforme qui a pour mission de sécuriser les échanges et qui est auditée régulièrement sur les actions qu'elle met en œuvre, on gagne par rapport à la situation actuelle. Ça ne veut pas dire qu'aucune des 100 plateformes va demain tomber sur une attaque cyber. Si je vous disais ça, je vous mentirais, parce qu'en fait, c'est une course à l'armement permanente entre le crime organisé et la cybersécurité, et que dans cette course, la facturation électronique, elle nous donne des armes pour lutter contre la fraude commerciale, pour lutter contre les attaques cyber, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. On se donne une mission précise de sécurisation du dispositif. On audite les plateformes chaque année pour vérifier qu'elles respectent le contrat en matière de traçabilité des données, en matière de souveraineté des données, que les données ne sont pas prises ailleurs, qu'il n'y a pas d'entorse aux règles qu'on a fixées. Mais malgré tout, ça ne garantit pas une inviolabilité absolue des plateformes. Maintenant, on parlait tout à l'heure de la boîte à chaussures. Alors, la boîte à chaussures, elle a un peu disparu physiquement, mais quand c'est un drive d'une grande société américaine ou qu'on fait ses factures avec Excel, on s'expose à des risques en matière de fuite de données ou de souveraineté des données. Et on ne peut pas dire que ce soit une pratique qui ne soit pas répandue dans les entreprises de ce pays. Donc on fait un pas en avant sur la sécurité, mais il n'y a jamais d'absolu en la matière. Et donc du coup, on se donne des armes et on s'organise pour pouvoir se protéger collectivement, et y compris les plateformes ont un rôle là-dessus, d'animation, de détection des fraudes, etc. Cyril, oui, et pour compléter, effectivement, quand on dépose ces factures sur beaucoup de sites, on n'est pas au niveau de protection des informations qu'on dépose sur lequel on est ici. Donc il faut voir d'où on part. Hein. Et donc effectivement, il y a tous les aspects de sécurité qui ont été donnés ici. Le fait qu'il y ait une centaine de PA, de plateformes agréées, systémiquement, c'est quand même pas tout à fait la même chose que quand il n'y en a qu'une, dans lesquelles si on l'attaque, là pour le coup, il ne se passe pas grand-chose. Après, il y a des niveaux de service, des niveaux de sécurité, y compris dans la capacité d'accès, qui vont être renforcés de plus en plus. Après, on finira par des identités numériques substantielles pour accéder à sa plateforme. Donc on a y compris dans l'identification des acteurs, c'est très sécurisé. Je peux vous dire que la plupart des acteurs internationaux en Europe trouvent que notre niveau de sécurité, il est vraiment, vraiment haut, et qu'à la limite, ils considèrent que c'est presque anticoncurrentiel, vous voyez, par rapport à ce qu'ils font dans leur pays, tellement c'est haut. Donc on est quand même, vraiment, on a mis la barre très, très haut, je pense, sur ce point-là. Et après, il faut regarder précisément ce qui peut se passer. Ce qu'on a vu récemment, c'est plutôt des attaques de déni de service. Donc fatalement, ça pourra arriver. Ce qu'on a vu aussi, c'est que les gens sont sérieux et qu'au bout de quelques jours, ils s'en sortent quand même. Donc voilà, on a. Et en plus, si vraiment ça va très loin, changer de PA, c'est pas quelque chose d'extrêmement compliqué. On en parlera peut-être à un moment donné. Ça a été organisé pour que ce soit possible. Et d'ailleurs, c'est aussi pour que le choix d'une PA soit pas le choix de sa vie, où si on s'est trompé, on est mort, quoi. Hein. Donc au contraire, tout est fait pour que si on s'est trompé, on peut changer facilement. Et donc on peut aussi choisir une nouvelle PA qui, elle, n'est pas attaquée à ce moment-là. Ils ne vont pas attaquer les 100 d'un coup, quand même. Bon, j'ai une question totalement candide. On a beaucoup parlé de plateforme agréée. Comment, en tant que chef d'entreprise, je repère qu'une plateforme est agréée versus une non agréée? Il y a un petit logo vert, jaune, bleu. Alors, bleu, blanc, rouge. Bleu, blanc, rouge. Mais c'est une excellente question. Je vous remercie de l'avoir posée.
En fait, depuis vendredi dernier, nous avons... Alors, Pascal Roté a annoncé ce matin 101 plateformes. Je dois le démentir parce que dans la journée, nous avons envoyé 3 nouveaux courriers. Donc, il y a 104 plateformes agréées au moment où on se parle. Et ces 104 plateformes agréées ont le droit d'utiliser un logo, plateforme agréée facturation électronique, qui est bleu, blanc, rouge, et qui est le repère visuel qui permet de savoir que la plateforme est effectivement agréée par l'État. Et si jamais vous avez un doute, parce que rien n'interdit à quelqu'un de prendre ce logo et de le coller sur sa plaquette sans raison, la liste de toutes les plateformes agréées est publiée sur le site impôts.gouv.fr, donc vous pouvez vérifier en cas de doute. Si une offre vous paraît trop beau pour être belle, vous pouvez vérifier que la plateforme est bien agréée par l'État. Merci beaucoup, Sébastien. Madame ? Bonsoir, Sophie Blachère. Donc, je représente la région Auvergne-Rhône-Alpes et comme vous le savez, la région est très impliquée sur l'économie et surtout sur le développement et l'accompagnement de ces entreprises. Donc, ma question elle est un petit peu plus large. Quel va être l'impact de la facturation électronique justement sur l'économie, mais plutôt de manière territoriale, et quel est l'accompagnement que vous mettez autour de ça ? Je vais peut-être prendre la première réponse si ça vous va. Merci beaucoup. Alors, il y a un truc que je trouve passionnant et qui passe un peu au travers parce que ce n'est pas de l'impact direct dans la vie des entreprises. C'est un vrai effort général de connaissance de l'économie pour l'État. Et on parle de microéconomie, de macroéconomie et d'économie sectorielle. Ça veut dire que ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'aujourd'hui, quand on a une crise, prenons la crise de l'énergie ou la crise Covid, entre le moment où les entreprises nous disent « Attendez, là, il y a un truc qui ne va pas », le moment où elles arrivent à nous faire comprendre qu'il y a vraiment un truc qui ne va pas, le moment où les parlementaires arrivent à se mettre d'accord sur le fait qu'il y a vraiment un problème, etc., il peut se passer du temps parce qu'on a du mal à avoir des éléments d'objectivation courants du sujet. Alors, on essaie de s'appuyer sur les experts comptables, sur l'INSEE, sur les partenaires sociaux, évidemment, mais on a parfois du mal à objectiver tout ça. Demain, on est capable de détecter avec beaucoup plus d'acuité et surtout de manière contemporaine qu'on a dans tel secteur d'activité, dans tel secteur géographique, un problème qui se pose et donc la nécessité d'intervenir. Et ça, c'est absolument déterminant parce que ça veut dire qu'on va pouvoir, et ce n'est pas un vain mot en ce moment, ramener de la vérité et des faits dans la conversation politique autour des sujets économiques. C'est absolument déterminant, ça va changer notre manière d'aborder, je crois, le pilotage de l'économie collectivement en tant que société. Et on ne le mesure pas complètement encore parce que on est un peu tous comme saint Thomas, on le croira quand on le verra. Mais c'est un des objectifs fondamentaux de la réforme et je pense que ça va guider les actions politiques, y compris localement, par exemple pour la région, pour déterminer sur quel secteur d'activité elle va pouvoir centrer son accompagnement économique, et pour l'État, évidemment, on parlait de la DERFIP tout à l'heure. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, on a tous nos baromètres. La Banque de France a son baromètre avec un champ d'intervention haut, normal. Il y a un champ d'intervention de chiffre d'affaires. La région arrive à avoir quelques données. Voilà. Nous avons un baromètre qu'on appelle le baromètre TPE-PME en région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est environ 100-120 000 entreprises, et qu'on compare souvent également avec la DERFIP, puisque vous avez un baromètre, pas un baromètre, mais un indice trimestriel, semestriel. On est souvent d'accord avec Pascal, un peu moins avec Cathy, mais parce que tu as un champ d'intervention plus haut. Par contre, il y a un truc sur lequel on est très clair, c'est qu'on a du mal à analyser cette donnée. C'est-à-dire que cette donnée, on l'a par code APE, on arrive à descendre parfois au quartier pour les grandes agglomérations, mais on a du mal à dire avec un trimestre de recul, tiens, il aurait fallu aider sur tel secteur d'activité à tel endroit. Le pari de la facture électronique, c'est qu'au mois près, en théorie, s'il y a vraiment une crise d'activité dans un secteur, une problématique, si la région doit intervenir et distribuer des aides, ou en tout cas aller en soutien, aller en soutien de cette économie, on pourra mettre le doigt dessus. Monsieur. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Serge Baucher, je suis le directeur général de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, je te rassure, Damien, on a un rôle complémentaire sur la facturation électronique. Depuis juillet dernier, on fait une action de sensibilisation avec un certain nombre de partenaires qui sont ici, avec des flyers. On fait aussi de la formation. On a maintenant un module de formation à destination des chefs d'entreprise qui fait toute une journée et qui, effectivement,
une sorte de rabatteur vis-à-vis du rôle qu'a l'expert comptable. Ma question elle est très, très concrète et s'adresse à vous, Sébastien, notamment. Les entreprises ont parfois des difficultés à respecter le formalisme des justificatifs pour les notes de frais, notamment les justificatifs pour le salarié et les tickets de caisse au lieu d'une facture avec l'ensemble des mentions obligatoires. Jusqu'à présent, il y a des mesures de tolérance qui sont appliquées au bénéfice des entreprises. Est-ce que les mesures de tolérance dont je viens de parler vont se poursuivre avec la réforme de la facturation électronique ou celle-ci va-t-elle remettre à plat ces mesures de tolérance? Merci. Non, merci à vous. Je me rappelle, on s'est vu il y a presque un an au locaux de la CCI, je crois, où on avait parlé d'autres aspects de la réforme, et c'est vraiment c'est hyper important de retenir ça. Sur le sujet des notes de frais, sur le sujet des tickets de péage, sur le sujet des tickets d'essence, sur le sujet du remboursement des frais, par exemple, de restaurant pour les collaborateurs, les règles ne changent pas. De manière générale, les règles de facturation de TVA ne changent pas. Les tolérances qui s'appliquaient continuent à s'appliquer. Ce qui change, c'est la modalité d'échange. Ça peut avoir un impact. Attention toutefois sur un point que je vous mets en visibilité, mais qui n'est peut-être pas votre préoccupation du moment et pour de bonnes raisons. Évidemment, les informations dont on ne dispose pas du côté de l'État, on ne pourra pas les pré-remplir sur vos déclarations de TVA. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas... Enfin, si vous voulez bénéficier pleinement d'un pré-remplissage qui vous rende la chose automatique, il faudra trouver des moyens, mais là-dessus, l'écosystème réfléchit aussi pour... et je laisserai Cyril compléter peut-être, ou Laurence, mais il faudra trouver des moyens pour basculer à un moment sur la facturation électronique aussi là-dessus, si vous voulez en tirer tous les bénéfices. Mais en tout cas, toutes les tolérances qui s'appliquaient, toutes les modalités qui s'appliquaient auparavant continuent à pouvoir s'appliquer aujourd'hui. Donc vous pouvez tout à fait utiliser le petit ticket que vous avez pour le sujet. C'est juste que du point de vue de la comptabilité, du point de vue de l'administration, vous ne bénéficierez pas de l'automatisation que vous donnerait une vraie facture. En résumé, en fait, la facture, elle ne change pas du tout les règles de la facturation. La réforme de la facturation électronique ne change pas ces règles-là. Les règles, elles continuent à s'appliquer. Et juste, en fait, c'est le mode de transmission et le mode de facturation qui changent. Après, comme dit Sébastien, si on veut avoir vraiment tous les bénéfices de la réforme et en faire vraiment une opportunité en termes de gestion et de pilotage de l'entreprise, il faut réussir à trouver des solutions pour éviter tous ces petits tickets. Alors ça peut être une carte, ça peut être des choses comme ça. Mais en tout cas, en effet, on n'a pas changé les règles. Je compléterai juste pour dire que parfois, on peut avoir le sentiment qu'il y a des tolérances qui n'existent pas quand même. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a quand même un esprit qui est de dire il y a une réglementation et c'est pas parce qu'on la respecte pas qu'on considère qu'on est dans l'espace des tolérances. Vous voyez, les tolérances, elles sont écrites normalement. Et donc, il y a éventuellement une certaine revue pour vérifier qu'on est bien dans les tolérances. Je prenais l'exemple ce matin de dire quand on paie des acomptes, on fait des factures d'acompte, c'est pas une tolérance de ne pas les faire. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que c'est réellement obligatoire. Or, on sait qu'il y a des entreprises qui ne font pas forcément des factures d'acompte et qui vivent avec. Malgré tout, elles ne respectent pas la réglementation. Ce n'est pas forcément gravissime, mais éventuellement, elles se font attraper par la cavalerie. Mais vous voyez, donc il faut juste regarder ces aspects-là. Donc, on a beaucoup de choses sur les frais. Les questions qui sont souvent posées, c'est est-ce que je peux continuer avec mes tickets, etc. La recommandation, c'est de dire, quand vous, normalement, une dépense, il faut une facture quand c'est B2B. La France n'a pas encore fait le choix d'imposer le fait que la déductibilité de TVA oblige d'avoir une facture adressée à l'entreprise. Donc elle peut le faire. La Belgique l'a fait, par exemple. C'est-à-dire qu'en Belgique, si vous n'avez pas de facture pour vos tickets de frais, vous ne pouvez pas déduire la TVA. Après, il y a des entreprises qui déduisent pas la TVA sur les frais, donc comme ça, ils ne sont pas embêtés. C'est aussi une façon de procéder. Voilà. Mais sinon, effectivement, les règles, tout ce qu'on travaille, y compris au niveau de la commission AFNOR, c'est de dire s'il y a des choses qui existent, on fait en sorte que ça continue à exister. Ce matin, j'ai expliqué qu'on avait des factures multivendeurs, c'est-à-dire plusieurs vendeurs dans une facture. C'est quand même un truc très étrange, avec un même acheteur. On a dit, puisque ça existe, que c'est utilisé, en plus c'est obligatoire pour des factures d'eau, on va trouver une solution et ça continuera de fonctionner. Je pense que globalement, ce qu'il faut retenir, c'est une certaine tolérance et bienveillance aussi dans l'application de cette réforme. On sait très bien qu'en septembre, tout ne marchera pas parfaitement. Il y aura des cas d'usage qui apparaîtront, comme on dit, des sujets forcément qui seront délicats. On le voit en Belgique, ils ont 20 jours désormais dans le rétroviseur de factures électroniques. Il y a beaucoup de plaintes sur le sujet, c'est pas simple. C'est encore un autre format qui a été choisi pour l'adoption de la réforme, mais il y a de grandes difficultés.
pas pour ça que l'administration fiscale belge va tomber sur les entreprises qui n'appliquent pas exactement les règles, mais qui essayent de s'en sortir malgré tout pour facturer, encaisser, décaisser. Donc on sait qu'on va vivre 3-4 mois potentiellement sur des cas difficiles. Et là, on compte sur l'administration fiscale pour être bienveillante. Et peut-être qu'on peut juste redire un tout petit mot, parce qu'on ne l'a pas dit ce matin, et souvent, normalement, avec Sébastien, on le dit toujours, c'est que le pré-remplissage TVA, c'est un pré-remplissage TVA. Ce n'est pas une déclaration de TVA. On sait qu'il y a des cas d'usage dans lesquels le pré-remplissage sera faux. On ne peut pas faire autrement, donc effectivement. Et donc il y a une déclaration de TVA qui est bien ce qui compte. Et ce n'est pas gravissime si elle décale par rapport au pré-remplissage TVA, surtout si on est capable, et c'est aussi pour ça qu'il y a le pré-remplissage, d'expliquer pourquoi, raisonnablement. Et donc, y compris l'administration fiscale saura que dans certains cas, ce n'est pas anormal que ça décale, parce que c'est lié aux cas d'usage qui sont derrière. Quelqu'un qui fait des ventes sur la marge bénéficiaire tout le temps, eh bien, comme il ne met pas sa marge dans ses factures, évidemment que le pré-remplissage ne sera pas conforme à la déclaration de TVA et voilà, et ça fonctionne comme ça. J'ajoute, parce qu'on n'en a pas parlé encore, mais on n'a pas parlé du tout du prélèvement à la source, qui est finalement un peu la même chose, c'est-à-dire caché derrière la fiche de paye des déclarations fiscales, sociales, etc., comme on cache là aujourd'hui derrière la facture des éléments de comptabilité ou de fiscalité. Le prélèvement à la source, il a permis le pré-remplissage de la déclaration de revenus. Et ce pré-remplissage de la déclaration de revenus au moment où on se parle, il n'est possible que pour 4 déclarations de revenus sur 5. C'est-à-dire qu'il y a toujours plus de 10 ans après le début de nos travaux, dès qu'il y a un loyer, on est battu. Voilà. Parce qu'on n'a pas de... c'est pas pour autant qu'on reviendra en arrière. Exactement. Donc ça veut dire que la logique, c'est de dire le pré-remplissage, c'est une manière ça va être progressif et ça va être de plus en plus fiable. On va résoudre les problèmes les uns après les autres, mais ça ne sera pas instantané parce que voilà, vous aurez toujours la main pour déterminer et regarder. Et plus vous avancerez, et plus finalement vous vous rendrez compte qu'il y a moins besoin de vérifier, comme c'est le cas aujourd'hui. J'imagine que pour ceux qui n'ont pas confié leur déclaration de revenus à l'expert comptable, vous ne passez pas forcément des heures à vérifier. Vous regardez dans les grandes masses si ça correspond à l'idée que vous faisiez et vous ne faites pas forcément tous les calculs comme vous les faisiez. Moi, quand j'étais gamin, mon père il s'enfermait un week-end dans un bureau pour faire la déclaration de revenus. Aujourd'hui, c'est quand même plus cool. Monsieur. Bonsoir, Anthony Jean Bourquin, délégué général du MEDEF Lyon-Rhône. Je voudrais déjà remercier l'Ordre, son président et les équipes pour l'organisation du forum, mais aussi pour être venu au contact de notre conseil d'administration au mois de décembre dernier, ce qui nous a permis d'avoir une vision, un panorama général sur les enjeux, les perspectives et puis surtout le calendrier, et puis de faire ruisseler l'information au niveau notamment des branches professionnelles de notre territoire. Moi, j'ai une question sur le e-reporting qui va être extrêmement important et complexe pour les entreprises. On en parle peu. Les éditeurs de caisse disent qu'ils attendent des informations. Qu'est-il prévu sur ce sujet dans les mois qui viennent? C'est vrai qu'on en parle peu. On en parle peu, à mon avis, pour 2 raisons. La première, c'est qu'on a du mal à se figurer complètement ce que c'est. C'est-à-dire que la facture électronique, on voit ce que c'est qu'une facture et on comprend assez vite en travaillant sur le sujet que finalement, ça reste à peu près la même chose, les mêmes objets, les mêmes données qui se déplacent. Le e-reporting, c'est quelque chose d'un peu plus compliqué. Souvent, moi, je fais de la comparaison avec le Z de caisse, parce que pour un commerçant, c'est assez proche quand même de ce sujet-là et de ce qui se passe en fin de journée. Après, il y a... Sur le e-reporting, c'est quelque chose qui est plus difficile, sur lequel on est parti un petit peu plus tard, qui est peut-être encore un peu plus difficile à normer précisément, parce qu'on a encore des conversations en commission de normalisation AFNOR sur ces sujets-là. Je laisserai Cyril en dire un mot. Et donc du coup, je pense qu'on va en parler un petit peu plus au fur et à mesure. Après, il faut se dire les choses, c'est-à-dire que le e-reporting, je parle en déploiement de masse chez les commerçants, par exemple, chez les artisans, etc. On est plutôt 1er septembre 2027, puisqu'il n'y aura pas de réception de e-reporting. Donc il y a aussi un effet de concentration qui fait qu'on se concentre d'abord sur l'obligation qui va concerner tout le monde là le 1er septembre, qui est la réception de factures électroniques. Et ensuite, on va se poser la question de comment on émet, etc. Il faut... là-dessus, c'est peut-être l'endroit où le choix de la plateforme et l'intimité entre sa comptabilité, sa méthode de facturation et la plateforme qu'on choisit est le plus déterminant pour avoir quelque chose qui soit vraiment libérateur d'une complexité.
Aujourd'hui, j'imagine qu'il y a un certain nombre des commerçants qui sont suivis par les experts comptables qui sont dans la salle, à qui on demande de prendre en photo le Z de caisse en fin de journée pour éviter d'avoir à les rassembler, à les ressaisir, etc. Et puis il y a de l'ossérisation dessus. Le e-reporting, c'est un peu cette idée généralisée. Et donc il y a un très fort enjeu du choix des options par lesquelles on absorbe cette complexité qui peut apparaître comme une complexité, mais qui est en fait un lissage de l'activité déclarative sur une période un peu plus courte et de manière journalière. Alors aujourd'hui, on a un peu dépassé le stade de la photo. Dans les cabinets d'expertise comptable, on a des connecteurs qui relient bien sûr nos logiciels et un certain nombre de logiciels de caisse. Je pense que ça va se généraliser. Ces fameuses API vont nous permettre d'obtenir la donnée et demain le e-reporting. Donc voilà, c'est sûr que c'est encore un sujet en cours de traitement. On sait qu'on a des cas d'usage aussi, annulation du e-reporting pour e-invoicing pour un commerçant. Enfin bon, il y a tout un taquet de sujets. Je pense que ça va arriver. Alors après, il faut avoir en tête, quand j'entends que les éditeurs sont pas au courant, il faut juste qu'ils lisent, hein, honnêtement. Pour les éditeurs, hein, je ne parle pas évidemment, on ne va pas demander à un boulanger de lire des trucs pour savoir comment ça va se passer, mais ce qu'il faut mettre dans le e-reporting B2C, c'est plus que clair, enfin, c'est très bien déterminé, donc il n'y a pas vraiment de surprise. Et comme je disais ce matin, il y a une complexité, hein, parce que le Z de caisse c'est bien, mais le Z de caisse ça ne fait pas la différence entre les ventes de biens, les ventes de services et les ventes de marge bénéficiaire. Donc il y a effectivement des évolutions qui sont très connues, enfin qui sont connues depuis plusieurs années, hein, parce que ça n'a pas changé en fait sur ces côtés-là. Et donc il y a une anticipation à faire pour dire là il va falloir faire des choses. Alors soit on a des ventes qui sont que du bien, que du service, donc là ça ne pose pas de problème. Mais dès qu'on mélange un peu les deux, et ça va vite, hein, un boulanger qui a une petite table à côté pour pouvoir manger, il peut être en vente de biens et puis subitement en vente de services. Donc c'est important de savoir faire la différence des deux. Il y a des solutions aussi qui apparaissent pour passer du ticket à la facture quand c'est nécessaire et puis essayer de déterminer ces éléments-là. Donc le marché est en train de s'adapter. Encore une fois, pour cette grande masse, c'est effectivement en septembre 2027 que les choses doivent être opérationnelles. Donc c'est le moment réellement de mettre les choses en place. Après, j'ai toujours tendance à dire, c'est pas la réforme qui est complexe, hein, c'est la vie qui est complexe en fait. Mais je trouve que ce que tu viens de dire est très important. C'est-à-dire que je crois que oui, l'effet retard un peu sur le e-reporting, c'est que le marché s'adapte un peu plus tard sur le reporting qu'il ne l'a fait sur le invoicing. C'était l'année 2025, c'est l'année où finalement l'écosystème est monté en maturité sur la question de la facture. Et on sent que l'année 2026, ça sera peut-être un peu plus hors champ parce qu'on va se concentrer sur le sujet. C'est le moment où il va y avoir aussi une montée à maturité de l'écosystème sur les questions de e-reporting. Là aussi, on a été exhaustif. Je pense qu'on a terminé la première ligne, à moins que Pascal ne veuille poser une question. Mais je pense, Pascal, que vous avez déjà toutes les réponses. Donc, vous êtes plutôt parmi celles et ceux qui nous donnent des réponses. On va passer à l'ensemble d'entre vous. Et c'est, bien sûr, c'est vraiment le moment. Voilà, vous levez la main. On a des micros dans la salle qui vont pouvoir venir à votre portée. On aborde vraiment tous les sujets. Hein, donc, n'hésitez surtout pas à poser vos questions. Voilà, on va tout en haut. Monsieur avait peut-être levé la main avant. Merci, bonsoir, Paul Chabria, expert comptable. Vous l'avez un petit peu évoqué, mais de façon très pratique, quand on veut changer de plateforme, comment ça se passe? Soit parce qu'aujourd'hui il y en a 104, demain il n'y en aura peut-être pas 104, soit parce que j'ai adhéré de façon involontaire, enfin, toutes les raisons. Alors, déjà, effectivement, la réforme, on a fait en sorte que ce soit le plus simple possible de changer de plateforme agréée. Donc déjà, vous avez un premier élément pour que ça ne perturbe pas votre mode de fonctionnement, c'est l'adresse universelle qui est votre sirène en tant que réception de facture, ce qui fait que quand vous changez de plateforme agréée, vous ne changez pas l'adresse. Garde la même. Okay. Donc on n'a pas besoin de dire à tout le monde, j'ai changé d'adresse, etc. C'est comme pour quand on change de téléphone sans changer de numéro, enfin d'opérateur sans changer de numéro de téléphone. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, il y a dans les aspects réglementaires qui sont en préparation, parce que ce n'est pas dans la loi directement, il y a des éléments qui organisent la façon dont les plateformes agréées vont changer. Et donc, qui les oblige quelque part dans un processus de s'arranger. C'est-à-dire qu'il y a l'ancienne plateforme, qui dit, enfin plutôt la nouvelle, qui dit à l'ancienne, maintenant c'est moi qui vais prendre cette adresse. Et alors, il y a une période dans laquelle on peut avoir une contestation, mais ça c'est assez transparent pour l'utilisateur. Et puis, quand c'est effectivement effectif, et on a la capacité à mettre en jeu le service
le SIM si jamais il y avait conflit, pour que ce soit lui qui dise bah non, d'après les documents qui ont été signés, c'est celui-là qui a raison. Voilà. Donc une fois que c'est fait, les choses se font automatiquement, c'est-à-dire qu'on renseigne l'annuaire pour dire c'est plus la même plateforme agréée, et mécaniquement, les factures vont être transférées à la bonne plateforme agréée. Et donc on peut changer facilement, et en plus réglementairement, eh bien, il y a une obligation pour l'ancienne plateforme agréée de continuer à maintenir un niveau de service minimum qui est en gros de vider les tuyaux, c'est-à-dire de faire en sorte que les factures qui ont été émises avec l'ancienne plateforme agréée, on puisse continuer à avoir la fin de vie, c'est-à-dire les statuts, ou poser les statuts quand on est de l'autre côté, jusqu'à temps que la facture soit définitivement traitée. Donc vous voyez que c'est quand même organisé. C'est l'équivalent de, encore une fois, quand vous avez un téléphone et vous changez d'opérateur, vous voyez bien qu'il y a une période, éventuellement vous avez 2 jours de coupure. Là, le but, c'est qu'il n'y ait même pas 2 jours de coupure, hein. C'est que les choses soient totalement intégrées, y compris les branchements sur l'interopérabilité, etc. Donc c'était vraiment conçu pour faciliter et aussi pour faire en sorte que quand on choisit une plateforme agréée et qu'on s'est trompé, eh bien on en choisit une autre et ça fonctionne encore. Je peux peut-être ajouter quelque chose. C'est que donc, dans la loi, on a indiqué notamment qu'il était impossible pour une plateforme de vous retenir pour des raisons d'engagement commercial ou quoi que ce soit. Ça ne signifie pas qu'il ne peut pas y avoir des enjeux de dédit commerciaux. Alors pourquoi? Je vous explique très clairement. C'est qu'on n'a pas voulu interdire du côté de l'État l'hypothèse qu'une plateforme qui coûte normalement 15 €, vous puissiez la payer 10 € si jamais vous prenez un engagement de 2 ans, par exemple. Ça, c'est une pratique qui est courante, qui existe déjà chez un certain nombre de logiciels qui sont utilisés et qu'on n'a pas voulu interdire. Donc ça veut dire que la plateforme, pour cette raison, ne peut pas vous retenir. Vous pouvez en partir du jour au lendemain sans avoir à vous justifier. Mais en revanche, il faut voir avec elle quel est l'impact en matière commerciale, de dédit, etc., si vous aviez pris un engagement. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il ne faudrait pas laisser penser qu'il n'y a pas à regarder ce point-là, notamment si vous contractualisez en dehors du haut patronage de votre expert comptable qui, lui, fait ses vérifications. Merci pour la précision. Le micro est passé là-bas. Le micro est passé là-bas. Bonjour, je représente en fait un petit cabinet d'avocats et je voulais savoir si le circuit de la facturation électronique s'applique aussi à des entités publiques. Concrètement, quand un petit cabinet d'avocats reçoit beaucoup de paiements de la part par l'aide juridictionnelle, donc il est payé sur attestation de fin de mission en fait. Qui provient d'un tribunal, donc le paiement vient d'une entité publique en fait. Est-ce qu'il va suivre tout ce circuit avec toutes ces règles de facturation électronique? Alors, pas pour l'aide juridictionnelle. Alors, il y a finalement 2 questions un peu différentes. C'est-à-dire que quand une entité publique, quand une administration produit une facture au sens général d'une facture, ça arrive. On parlait des factures d'eau, c'est le cas pour les ordures ménagères, c'est le cas pour plein de choses. Vous allez louer une salle peut-être à la mairie de Lyon, vous allez avoir une facture. Donc là, tout ça, c'est de la facture pure et donc c'est concerné. L'objet dont vous parlez, les échanges dont vous parlez, je pense que ça ne sont pas des factures au sens de la réforme et donc du coup, il n'y a pas de facture électronique associée et les choses ne sont pas changées. Un peu dans quelque chose qui est cousin, qui peut concerner un certain nombre de gens, quand on fait de l'expertise et qu'on a des mémoires de frais de justice, ça non plus, ce ne sont pas des factures, donc ça reste en dehors du champ de la facturation électronique. Mais sinon, pour rappel, la facture électronique est obligatoire en B2J, c'est-à-dire quand on facture depuis un certain temps, hein, depuis 2020, et c'est ça, et il y a et ça marche. Et avec la réforme, le J2B, dans l'autre sens, ce sera aussi dans le cadre de la réforme aussi. Donc en fait, les factures avec le secteur public font partie du périmètre. Oui, c'est très juste. Et d'ailleurs, je dois dire que c'est exactement l'obligation qui s'imposera à toutes les entreprises au 1er septembre 2026. On l'applique pour les administrations de ce pays depuis 2017, depuis le 1er mars 2017. Donc bientôt 9 ans. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que évidemment, on se dit Chorus Pro, c'est un truc énorme, c'est du B2G, c'est pour l'État, etc. Moi, je viens de l'Oise. Il y a une commune à côté de chez moi dans l'Oise qui s'appelle Gouy-les-Groseilliers. Il y a 15 habitants. Il y a une demi-journée par semaine de secrétaire de mairie. Ça fait 9 ans qu'elle reçoit des factures électroniques. Donc ça veut dire qu'on n'est pas, on a essuyé les plâtres sur des grosses structures, avec ce que ça peut impliquer comme réorganisation, mais aussi sur des toutes petites. On sait quelles sont les complexités. On a cette expérience-là depuis Chorus Pro et depuis 9 ans, et c'est important de l'avoir à l'esprit.
Merci pour cette précision. D'autres questions dans la salle? N'hésitez surtout pas. Hein. Voilà, monsieur. Oui, bonsoir, Didier de Golbery, expert comptable. Une petite question sur le formalisme des factures électroniques. Est-ce qu'il est prévu des champs libres dans le document informatique pour pouvoir donner des informations? Et je pense particulièrement, en tout cas pour un certain nombre d'entre nous, aux données liées à la comptabilité analytique, qui peut être nécessaire pour des raisons fiscales, entre autres pour des calculs de crédit d'impôt. Alors, très bonne question. Si on en était resté uniquement à l'utilisation de la norme européenne faite par les informaticiens, il n'y avait pas grand-chose. Mais heureusement, c'est plus le cas. Et donc, effectivement, il y a un objet à l'intérieur de la facture qui est note, qui est répétable et qui est qualifié. Et d'ailleurs, qu'on utilise assez largement dans la norme elle-même pour donner des informations qui, finalement, ne rentrent pas dans le format structuré global, mais dont on a besoin. C'est une sorte de contournement qui permet d'apporter de la formation qualifiée, on va dire, au travers de normes avec du texte libre. Puis après, vous avez des données dans la facture qui sont du texte libre. La désignation de l'article, etc., c'est du texte libre. Et puis, vous avez des objets, des références, par exemple des choses qui s'appellent les objets facturés, qu'on peut aussi qualifier. Donc l'intérêt, c'est qu'à la fois c'est du texte, mais on peut aussi donner la nature du type de texte que c'est. Et donc dans ces objets qualifiés facturés, on pourrait rajouter un numéro de voucher quand c'est ça qui vous intéresse, ou bien alors des aspects de compta analytique. Aujourd'hui, le seul objet qui est identifié comme étant de la donnée comptable, c'est une donnée comptable de l'acheteur. C'est une information que l'acheteur demande au fournisseur de remplir dans la facture, de façon à l'aider à comptabiliser plus automatiquement sa facture. J'ai vu une question apparaître à un moment donné, je ne sais plus où, disant est-ce qu'on a la même chose du côté du fournisseur? Donc pour l'instant, ce n'est pas identifié comme tel, mais rien n'empêcherait d'utiliser des objets plus libres pour remettre l'information qui aurait pour seul intérêt, surtout pour l'expert comptable qui verrait passer la facture et qui se dirait ah bah, il y a écrit où est-ce que je la comptabilise dans la facture pour mon vendeur, ce qui peut avoir un intérêt. Mais à la limite, on pourrait l'écrire, il suffit de se mettre d'accord avec son expert comptable pour dire je vais l'écrire là, puisque ça ne concerne assez peu mon acheteur. Ok. Question. Oui, bonjour. Thierry Gossium, je suis expert comptable. J'avais une question par rapport au délai de paiement et aux avantages que pourrait apporter la facture électronique dans le cadre du respect des délais de paiement. Et pour savoir notamment si l'évolution de cette réforme de la facturation électronique pousserait jusqu'à automatiser les paiements pour respecter les dates d'échéance. J'interviens du coup depuis que je m'occupe de facturation électronique, c'est-à-dire pas si longtemps, mais quand même 2 ans, quoi. J'interviens régulièrement à l'Observatoire des délais de paiement. Et donc, pour répondre à votre question, la facturation électronique, quand tout se passe bien, n'a aucun impact sur les délais de paiement. C'est-à-dire que si, quand tout le monde est derrière son écran à attendre la facture de son copain, l'appelle quand il y a un truc qui ne va pas, règle le sujet, ça n'a pas d'impact. Là où ça a un impact, c'est quand ça se passe mal et quand il y a besoin de partager une information sur le fait que ça se passe mal. Je donne un exemple, j'envoie une facture à Damien. Damien, il y a quelque chose qui ne va pas sur la facture. Dans un monde idéal, il me prévient qu'il y a quelque chose qui ne va pas et je réagis tout de suite. Dans la vraie vie, on sait que ce n'est pas forcément ça qui va se passer. On sait que la facture va être mise de côté et qu'il va falloir du temps pour régler le sujet. Et en fait, le délai de paiement que ça règle, c'est celui-là. C'est-à-dire que c'est quand ça ne se passe pas bien. Donc ça veut dire que quand on cumule les délais de paiement, il y en a plusieurs. Il y a un délai de paiement structurel, c'est le temps qu'il faut pour payer une facture quand tout se passe bien. Celui-là, il ne va pas beaucoup changer. Par rapport au papier un petit peu, mais pas par rapport à du PDF par mail. Ensuite, il y a un deuxième paiement, c'est j'ai pas d'argent, je paye pas. Celui-là, il va pas beaucoup changer non plus. La seule chose, c'est qu'on peut aller voir l'arbitre avec un eurodatage, c'est ce que disait Damien tout à l'heure, pour dire, bah, regardez, là, il y a une date sûre, donc c'est à ce moment-là que j'aurais dû être payé. Puis le troisième délai de paiement, c'est quand ça dérape, c'est quand on tombe à côté, c'est quand il y a quelque chose qui ne va pas. L'échange de statut automatique permet de savoir beaucoup plus vite qu'il y a un problème et ça permet de détecter beaucoup plus vite qu'il y a une action à mener pour pouvoir obtenir un paiement à la fin. Et ça, c'est déterminant sur le délai de paiement. Je ne sais pas si ça répond complètement à votre question, sans doute partiellement, mais pas totalement. Ce qui est sûr aussi, c'est que donner de la visibilité sur un tableau de bord, sur les factures entrantes et sortantes d'un seul coup, ça permet aussi de développer des services, Damien en parlait tout à l'heure, qui peuvent être développés soit par des éditeurs de logiciels, soit par des cabinets d'experts comptables, soit par un certain nombre d'acteurs, pour aller venir sur le sujet de l'accompagnement, du recouvrement et de la trésorerie.
Après, pour compléter, quand vous regardez une grande entreprise ou une ETI, leurs systèmes d'information savent automatiser tout ça. C'est-à-dire qu'ils ont des processus d'achat avec des bons de commande, des processus de réception, et quand la facture arrive, puisqu'elle a plein de données, elle est rapprochée automatiquement. Et il y a beaucoup quand ça marche bien, il y a 80% des factures qui sont payées toutes seules par un processus. Donc, moyennant le fait que s'il n'y a pas d'argent, il va se passer des choses, évidemment. Mais donc, on a quelque chose d'automatisé. Il est tout à fait raisonnable de penser que ces offres-là vont finir par arriver dans les systèmes de gestion des plus petites entreprises et donc permettre de faire à peu près la même chose. Dire que, par exemple, toutes les factures télécom qu'on reçoit, quand elles sont inférieures à un montant qui est raisonnable, qui est à peu près le montant de l'abonnement, plus ce qu'on estime qu'il peut y avoir au-dessus, dans ce cas-là, on déclenche un paiement. Rien ne l'interdit aujourd'hui, et il y a même des systèmes qui le proposent, des systèmes bancaires par exemple qui peuvent le proposer. Et de la même façon, si jamais on peut rapprocher une facture, alors c'est un peu plus compliqué, là, il faut un système de gestion, avec une commande, j'ai fait une commande de 10 000 €, j'ai reçu une facture de 10 000 €, je vais considérer que je peux rapidement la payer. Et il y a aussi le click and pay quelque part, c'est-à-dire je l'approuve, à partir du moment où je l'ai approuvé, la suite se déroule normalement, bien sûr, encore une fois, si j'ai l'argent sur le compte, etc. C'est sûr que pour répondre à ta question, on va pouvoir développer quand même tout un tas de fonctionnalités autour de la facture électronique et améliorer le quotidien de bon nombre de chefs d'entreprise. Oui, je dirais, en fait, on rend accessible à des TPE, PME des manières d'aborder les sujets de trésorerie et de pilotage qui n'étaient auparavant, et gestion, qui n'étaient auparavant disponibles que pour des groupes qui étaient capables d'investir beaucoup d'argent dans un SI qui permettait de gérer tout ça, quoi. Merci à vous pour votre réponse. Une dernière question peut-être, il nous reste quelques minutes. Oui, bonjour. Bonjour. Aurélie Fayet, expert comptable. J'ai une question sur les délais de paiement. En cas de changement de plateforme agréée, j'ai bien compris qu'en cas de changement, pendant 12 mois, on a encore accès à l'ancienne plateforme pour le suivi du cycle de vie de la facture. Qu'est-ce qui se passe si au bout de 12 mois, ma facture n'est toujours pas payée ? Non, je vais répondre. Enfin, si au bout de 12 mois, la facture n'est pas payée, de toute façon, je ne sais pas si c'est des systèmes automatiques qui vont régler le sujet. Je pense que là, le téléphone et avant 12 mois peut servir, ou les Roumains, je ne sais pas, enfin quelque chose pour faire en sorte que... Payez vos factures à Cyril. Soit payée. Mais voilà, donc c'est plutôt ça la réponse. Et puis la deuxième réponse, c'est de dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de système qui permet de savoir si la facture va être payée, si on peut discuter. Et les entreprises trouvent des solutions. Et je pense qu'elles vont trouver les mêmes. Donc effectivement, déjà, et d'ailleurs, logiquement, une facture au bout de 3 ou 4 mois, elle est à peu près réglée. Et bien, si ça va plus loin et que ça passe les 12 mois, eh bien, effectivement, on n'aura peut-être pas l'information sur le dernier statut, mais je pense qu'on regardera les choses d'assez près pour être informé sur son paiement. Moi, je leur enverrai Sébastien. Tout à l'heure, il y avait une sorte de fermeté sur certains sujets. Je pense que je vous enverrai au feu pour aller faire le recouvrement. Sébastien, peut-être pour une question. Oui, donc petite question pratique concernant les flux B2B. Pour les PAF, du coup, on aura piste d'audit fiable. On n'aura plus besoin de les faire du moment que l'e-voicing sera adopté. Parce que du coup, c'est... Non, il y aura besoin de la faire, mais par contre, elle sera très largement prise en charge, facilitée, je ne sais pas comment vous le dire, par le fait d'avoir des silos où il y a toutes les factures entrantes et sortantes au même endroit. Donc, d'une certaine manière, ça organise les choses pour faciliter, mais il n'y a pas d'allègement ou de modification des règles, sur ce sujet comme sur d'autres, il n'y a pas de modification des règles de la piste d'audit fiable. Ok. Et puis, la vraie question que j'avais, en fait, c'était plus au niveau, on va dire, politique. On va dire qu'il y a 112 PA actuellement. Elles sont de droit privé, ça va être un peu la jungle. Il y en a qui ont probablement coulé, il y en a qui vont probablement se faire racheter, il y en a qui vont probablement arrêter de faire cette activité. Est-ce qu'à un moment donné, si ça devient trop dérégulé, parce que c'est du droit privé, est-ce qu'on aurait pu attendre que l'État porte ça? Je pense qu'il l'a essayé. Enfin, pour moi, c'est pas tout à fait clair. Peut-être peut-être préciser. Mais en tout cas, s'il y a une dérégulation, est-ce que l'État interviendra et de quelle façon? On a fixé un certain nombre de règles sur le sujet, mais ces règles, elles n'empêchent pas les plateformes, évidemment, de se concentrer. Et pour être très clair,
c'est assez vraisemblable. Si on regarde ce qui se passe par exemple en Belgique, il y a un petit nombre de plateformes qui couvrent en réalité un très grand nombre d'entreprises. Ensuite, il y aura des plateformes qui seront un peu des plateformes qui vont couvrir une niche spécifique, et notamment, il y a des plateformes sectorielles. Un exemple qu'on donne souvent, dans la pharmacie par exemple, il y a des plateformes qui sont développées dédiées parce que en fait, c'est compliqué à gérer comme métier et que ça amène, il y a un intérêt à avoir une intégration verticale très forte. Donc celle-là, il y a un intérêt probablement à avoir une plateforme un peu dédiée. Il y a d'autres métiers qui sont un peu dans la même situation. Donc, il va y avoir, combien il y aura de plateformes à la fin, j'en sais rien. Je vais répondre aussi, avant de passer la parole à mes collègues, à la question un peu sur pourquoi c'est pas l'État qui fait une plateforme. En fait, c'est pas l'État qui fait une plateforme parce que, pour plusieurs raisons. D'abord parce que, tout à l'heure, Cyril disait, s'il y avait une plateforme au milieu, le risque cyber était beaucoup plus fort. Le risque d'encombrement, le risque de gripper l'économie en cas de dysfonctionnement était beaucoup plus fort. Ça, c'est quelque chose qu'ont réellement rencontré les Italiens, qui sont un peu en train de faire marche arrière et qui retirent leur plateforme unique au profit d'un réseau de plateformes privées. Le deuxième sujet, c'est que ce n'est pas complètement le métier de l'État. Il n'y a pas de service public de la facturation. Je dirais comme il n'y a pas de service public de la comptabilité. C'est-à-dire qu'il y a bien une obligation de tenir une comptabilité, d'avoir des éléments aujourd'hui, et vous vous tournez vers des solutions privées pour établir la comptabilité, alors que c'est nous qui vous obligeons à le faire. Là, c'est un peu la même logique. C'est réglementé, bien sûr. Et même parfois réglementé. Absolument. Et là, c'est le cas aussi. Avec les plateformes agréées, on a un niveau de contrôle du domaine qui est fort, mais malgré tout, on pense qu'en sécurisant, en veillant à ce qu'il y ait une offre pour tout le monde, y compris une offre gratuite, mais en laissant les gens dont c'est le métier, c'est-à-dire des intermédiaires, des gens qui font des logiciels de comptabilité, des gens qui accompagnent aujourd'hui les entreprises sur leur facturation, faire ça, on rend un meilleur service globalement à la société qu'en essayant de produire un système de l'État qui va pour tout le monde et qui aurait obligé tout le monde à rentrer ces processus au marteau dans quelque chose qui aurait été déterminé par l'État. C'est un peu ça qui nous a guidés. C'est un changement de philosophie qui est intervenu il y a 1 an et demi à peu près. Donc avant, on essayait de faire ça et on s'est rendu compte que probablement la meilleure manière, c'était de se mettre tous autour d'une table, avec notamment les experts comptables, mais aussi avec les fédérations professionnelles, les organisations représentatives, pour essayer de repartir de l'existant, des modes de facturation, mais aussi des logiciels qui existaient. Et c'est vraiment ce changement-là qui, je pense, va rendre la chose moins douloureuse par rapport à d'autres pays qui l'ont mis autrement en œuvre, moins douloureuse pour les entreprises dans leur quotidien. Et en même temps, on ne peut pas dire que ce n'est pas régulé. Hein. C'est-à-dire que globalement, c'est décentralisé, puisqu'il y a des plateformes qui sont privées. Par contre, elles sont légèrement surveillées. D'abord, on leur demande de faire des trucs de sécurité assez forts. Elles sont immatriculées, donc elles peuvent ne plus être immatriculées. Elles sont auditées tous les ans pour vérifier que ça fonctionne correctement. Donc vous voyez qu'il y a quand même des éléments. Et puis, on parlait de l'interopérabilité. L'interopérabilité PayPal qui les aide fortement à s'interopérer entre elles pour s'échanger est aussi sous gouvernance de la DGFiP. L'annuaire qui permet aussi de savoir où sont les assujettis et d'organiser l'interopérabilité et donc au portail public de facturation. Donc, je veux dire, globalement, les fils, celui qui tient les fils de la marionnette, c'est quand même assez largement la DGFiP quand même. Par contre, les marionnettes, elles sont privées. Merci beaucoup à vous. Bien sûr, je pense que certaines et certains continueront leurs questions à l'issue de notre forum. Je pense, Damien, que le moment est venu peut-être de clore cette journée et ce forum de la facturation électronique. Alors, Sébastien a gagné le jeu des mots à placer, puisque tu as placé Gouy les groseilliers. C'est à retenir. Alors, chers dirigeants, chers partenaires, alors, nous arrivons au terme de cette journée consacrée à la facturation électronique, et je veux commencer par un mot très simple, merci. Merci à chacune et chacun d'entre vous d'avoir été présents dès l'accueil et le petit déjeuner sur les stands partenaires, puis tout au long des plénières, des ateliers et des échanges. Cette mobilisation est un signal fort. Elle dit que la facturation électronique n'est plus un sujet à suivre, mais bien un sujet à piloter. Et si cette réforme comporte des exigences, elle ouvre surtout un chemin, celui d'une meilleure fiabilité de la donnée, d'une organisation plus fluide et d'une relation renforcée entre l'entreprise et son expert comptable. Aujourd'hui, nous avons voulu une journée utile, et je crois que c'est ce qu'on vous a proposé, ce qu'on a vécu ensemble. Une plénière d'ouverture pour mettre en perspective les avantages et les enjeux pour les entreprises, des ateliers très concrets, choix d'une plateforme agréée, embarquement des équipes, le b.a.-ba de la réforme, piste d'audit fiable, clé d'une transformation réussie, outils pour les experts comptables. Sébastien, je t'ai fait rattraper tout en 15 secondes.
Des temps partenaires pour dialoguer directement, comparer les solutions et repartir avec des repères opérationnels. Et enfin, une plénière de clôture sous forme de table ronde pour partager une vision claire de la trajectoire, des prochaines étapes et répondre aux questions. Je veux remercier très chaleureusement l'ensemble des intervenants pour la qualité de leur apport, la clarté et vraiment, et je vous le dis très sincèrement, et vous le savez que je suis, le sens du collectif. Merci également à nos partenaires institutionnels et à nos partenaires présents sur les stands. Votre engagement à nos côtés est précieux parce que cette réforme ne se réussit pas en silo, mais bien en écosystème. Je remercie aussi toutes les équipes mobilisées pour l'organisation, l'accueil, la logistique, l'animation, la coordination. La réussite d'une journée comme celle-ci tient à un détail simple. Quand tout est fluide, c'est qu'un travail immense a été réalisé en amont, et je crois que c'est le cas. Si je devais retenir un fil rouge, c'est celui de la confiance. J'en ai parlé tout à l'heure. La facturation électronique n'est pas un changement d'outil, c'est une transformation des pratiques. Elle appelle la méthode, l'anticipation et une mobilisation des équipes dans les entreprises comme dans nos cabinets. Alors en repartant, je vous propose 4 réflexes. Clarifiez votre trajectoire, organisez vos responsabilités, démarrez sans attendre le dernier moment et enfin, le principal, le réflexe, expert comptable. Vous l'aviez presque. Je vous attendais, mais bon, tant pis. Et gardons l'esprit de coopération que nous avons vécu aujourd'hui. Alors avant de nous quitter, permettez-moi, au nom du Conseil régional de l'Ordre, de vous adresser, puisque c'est encore d'actualité, nos vœux les plus sincères pour 2026. Je vous souhaite une année de santé, d'équilibre, de réussite. Je vous souhaite une année d'énergie pour vos projets, nos projets, de confiance dans vos équipes et de sérénité dans vos décisions. Et je vous souhaite collectivement une année où nous transformerons les changements à un avenir en progrès concret pour nos cabinets, pour les entreprises que nous accompagnons et notre région Auvergne-Rhône-Alpes. Très belle année 2026 à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Damien. On va juste essayer une dernière fois. Le réflexe. Voilà, ça y est, c'est bon, c'est maîtrisé. Je vous demanderai de renouveler vos applaudissements pour notre experte et nos experts qui nous ont accompagnés tout au long de cette plénière de clôture. Merci à vous, excellente soirée à vous toutes et à vous tous. Parfait, 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 parfait.